Bienvenue à la GNI 2021 Occitanie, rencontre des ingénieurs et scientifiques de France. Comme vous le savez, cet événement est un peu perturbé par les conditions sanitaires. Mais les ingénieurs et les scientifiques que nous sommes attelés à notre première mission. C'est faire de toutes circonstances une opportunité. L'opportunité ici, c'est de rassembler toute l'Occitanie. Donc, place à la GNI. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour ce colloque intitulé « L'intelligence artificielle et nous » dans le cadre des Journées nationales de l'ingénieur. L'année dernière à Toulouse, nous avions eu la chance de pouvoir organiser notre JNI juste avant le confinement. Malheureusement, cette année, nous avions espéré être totalement libres pour cette JNI, mais un an a passé et nous sommes un peu contraints. Ce colloque est organisé pour la première fois au niveau de la grande région Occitanie avec les membres d'IESF Occitanie-Méditerranée et ceux d'IESF Occitanie-Toulouse. Certains d'entre nous sont à Toulouse dans les locaux de l'ICAM et j'en profite pour remercier les étudiants de l'ICAM qui nous aident à la technique. D'autres sont dans une salle de la mairie de Martel, dans le Lot, et une grande majorité devant leur écran à Montpellier, Toulouse, Paris, Lausanne. Je tiens à remercier tous les intervenants. La présidente de la région, Carole Delga, vous prie de l'excuser. Elle est dignement représentée par M. Monthubert, qui est un habitué de nos JNI et qui interviendra un peu plus tard pour nous parler de l'intelligence artificielle en Occitanie. Je tiens également à excuser M. Mostafa Foura, recteur de l'Académie de Toulouse, qui, je sais, suit de très près les activités d'IESF et qui est représenté par M. François Bacon, inspecteur d'académie en charge des sciences et techniques industrielles. Nous aurons le plaisir de l'entendre dans la partie consacrée aux nouveaux métiers liés à l'intelligence artificielle. Enfin, je voulais remercier chaleureusement nos deux animateurs, Anne Coudrin et Jean-Marc Cole, à qui je repasse la parole. Merci. Après ces quelques mots d'introduction, tournons-nous vers cette GNI sur le thème de l'IA. Vaste succès dont le succès médiatique se révèle tous les jours. Nous avons délibérément choisi de l'aborder en parlant de nous, l'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers, la voie des parcours qui mènent, la voie des formations. Notre rencontre de cet après-midi se passera en 4 parties. La démystification de l'IA en Occitanie, des exemples de déploiement en cours d'application et enfin, l'intelligence artificielle vers de nouveaux métiers. Suis-je concerné? Permettez-moi de me référer à Montaigne. Quelqu'un a écrit « Montaigne accueille l'incertitude avec bonheur, avec la gourmandise de celui qui, s'il ne sait pas où il va,
c'est qu'il va aller de découverte en découverte. Comme Montaigne, ce soir ayons l'esprit ouvert et la tolérance sceptique. Je nous souhaite de tout cœur maintenant une génie faite de gai savoirs, de belles découvertes, de grands étonnements et de projets positifs pour l'avenir. Je donne la parole à Anne Coudrin. Merci beaucoup Jean-Marc. Pour cette première partie, démystifions l'intelligence artificielle. Quels enjeux? Nous avons 3 invités. Juliette Mattioli, vous êtes rattachée à la direction technique du groupe Thales. Vous êtes une combattante du déploiement dans l'industrie de la valeur scientifique et plus particulièrement de solutions à base d'intelligence artificielle de confiance. Lin Nguyen Huang, vous êtes chercheur sur la sécurité dans l'apprentissage automatique et médiateur scientifique de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Vous avez lancé la chaîne Science for All sur YouTube et votre dernier livre, Le fabuleux chantier, traite du comment rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique pour tous. Jan Ferguson, vous êtes sociologue, chercheur à l'école d'ingénieurs ICAM de Toulouse et vous êtes expert de l'impact sur le travail dans le partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. À toi, Jean-Marc, pour l'animation de cette partie. Donc, une des questions peut-être juste avant que tu entres dedans, c'est quand même, nous sommes dans la partie démystification de l'IA. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de démystifier l'IA? Alors, c'est là où l'IA a beaucoup de définitions et comme on l'a vu même dans le premier film un peu introductif de Thalès, est quelque chose qui va changer. Alors, certains disent que ça contribuera à la 4e révolution, la 4e révolution industrielle. Et il y a beaucoup de peurs liées à ça. Des peurs qui sont souvent induites par des films où les robots prennent le pouvoir, etc. Mais pour autant, on en est encore loin d'une intelligence artificielle identique à l'humain et je pense d'ailleurs que certains de nos invités débattront sur ce sujet. Mais avant tout, il faut définir ce que c'est que l'IA. Quand les choses sont mal posées, elles peuvent faire peur. Alors l'IA, il y a plusieurs définitions et tout le monde n'est pas d'accord. Ma définition, et elle ressemble un peu à celle que j'ai mise de Minsky ou du journal officiel, c'est l'intelligence artificielle, c'est donner des capacités cognitives à un système artificiel. Et les capacités cognitives, c'est la perception, c'est l'apprentissage, c'est l'abstraction, c'est le raisonnement, c'est la communication, c'est l'action. Et pour ça, on va utiliser des technologies différentes qui nous permettront de traiter les données, les informations, qui nous permettront de comprendre, qui nous permettront de faire des prédictions à partir d'historiques de données, de raisonner pour pouvoir aider à la résolution de problèmes complexes, de pouvoir communiquer. Alors, un des petits films aussi parlait du test de Turing, qui est vraiment autour du dialogue, puisque une des capacités cognitives qui est la plus marquante chez l'homme, c'est le dialogue, et pour pouvoir aussi agir. Donc, je reprends souvent la définition du journal officiel français qui dit que c'est vraiment un champ interdisciplinaire et c'est vrai que ça mêle beaucoup de disciplines, des mathématiques, de la cognitique, de l'informatique, etc. Pour comprendre, pour réfléchir et puis pour assister l'humain. Alors, juste avant, l'intelligence artificielle, j'ai dit que c'était beaucoup de technologies différentes et il y a souvent dans le buzz du moment qui est induit par
tout le côté médiatique de l'IA et surtout l'IA des données, je dirais une confusion entre l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle les sciences des données. En fait, les sciences des données et le big data, c'est vraiment une discipline qui traite la donnée. Et donc, dedans, on va trouver des statistiques et qui utilise comme outil pour traiter ces données des technologies qui viennent de l'IA et en particulier les techniques d'apprentissage et l'apprentissage profond. Et en fait, ces techniques viennent de ce qu'on appelle l'IA statistique et connexionniste, où l'on cherche à partir des données, éventuellement qui sont étiquetées par un humain, mais ça peut être aussi à partir de la donnée brute, à construire un concept, un modèle. Donc, c'est ce qu'on appelle, on cherche à inférer un modèle. Un peu comme un enfant à qui on présente une pomme, une deuxième pomme, une troisième pomme, et à chaque fois qu'on lui présente une pomme, on lui dit c'est une pomme. À un moment donné, son cerveau va établir le concept, le modèle pomme, et quand il verra une autre pomme, il saura que c'est une pomme. Et toutes ces technos-là sont utilisées pour faire de la reconnaissance de forme, pour identifier des objets, et de plus en plus aussi pour la prédiction. Mais il y a un autre domaine de l'intelligence artificielle qui est peut-être moins à la mode aujourd'hui, qu'on appelle l'IA symbolique. Alors certains appellent ça GoFi pour Good Old Fashioned AI. En fait, moi j'appelle ça l'IA vintage un peu. Et c'est l'IA des modèles, c'est-à-dire basée à base de connaissances, où on part de modèles, de règles, de connaissances métiers, pour pouvoir décider ou raisonner. Alors, la métaphore que je donnerais, c'est que quand on apprend une langue, on apprend par l'exemple, on a beaucoup de vocabulaire, on apprend par l'exemple, on pratique, donc là on est plutôt dans l'IA connexionniste, mais en même temps on apprend des règles de grammaire, de la conjugaison, et là on est plutôt dans l'IA symbolique. Et pour pouvoir faire une langue, pour pouvoir parler une langue ou pour pouvoir faire des outils de traduction automatique, on est obligé de mixer les deux. Et c'est ce qu'on appelle l'IA hybride, qui est une approche qui, à mon sens, est vraiment le bon moyen de résoudre des problèmes complexes, à savoir combiner à la fois de l'IA basée sur des modèles donc statistiques et connexionnistes et de l'IA basée sur des connaissances plutôt symboliques. Donc, aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est plutôt l'IA statistique et connexionniste, mais il y a beaucoup de choses qui sont basées sur l'IA symbolique, qui sont déployées. Tout simplement, par exemple, dans le monde bancaire, le fait qu'on vous alerte parce que vous avez utilisé votre carte de crédit à Séoul et que 10 minutes plus tard, vous l'utilisez à Paris, c'est sur un moteur de règles, c'est même un complexe event processing, et on vous alerte de manière automatique, et ça, c'est de l'IA symbolique. Donc voilà un peu pour poser le cadre. D'accord. Et je laisse la parole à d'autres. Oui, je pense que là, c'est une belle introduction qui nous donne un certain nombre de définitions et nous permet de repérer un peu les lieux dans lesquels nous sommes. Et effectivement, je proposerais peut-être à M. Rouen de nous rejoindre. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, peut-être ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a conduit aux mathématiques, des mathématiques à l'IA? Est-ce une question de philosophie? Bon, pour être honnête, si je me suis intéressé à l'intelligence artificielle, c'est surtout parce que ça a explosé ces dernières années. Donc à la base, je suis plus un mathématicien. Mais en réfléchissant à tout ça, c'est vrai que ça m'a amené à pas mal de réflexions assez fascinantes. J'aimerais partager avec vous les réflexions d'un philosophe qui s'appelle Michel Serres et qui malheureusement est décédé il y a quelques années. Et Michel Serres aimait dire que l'histoire des civilisations et de l'humanité est pas mal marquée par des révolutions dans la manière dont on traite l'information, et en particulier des révolutions dans la manière dont on externalise le traitement de l'information. Alors le premier cas auquel on peut penser, par exemple, c'est le langage. Le langage, ça permet finalement d'avoir
de l'information qui est dans notre cerveau, ça permet du coup de le communiquer, de l'externaliser, de le rendre dans le monde extérieur. Et puis, si on suit l'histoire des civilisations, il y a vraiment des moments très marquants, donc, comme par exemple l'invention de l'écriture. L'invention de l'écriture, d'un point de vue informationnel, on peut voir ça comme l'invention de l'externalisation du stockage de l'information. Au lieu de garder l'information dans notre cerveau, on le mettait quelque part. Et ça permettait du coup de conserver l'information et de le réutiliser plus tard. Ce qui est très important, par exemple, si on veut gérer des dettes, surtout beaucoup de dettes, le cerveau, on finit par se perdre. En tout cas, les gens ont tendance parfois à oublier, parfois à faire même exprès d'oublier, si c'est les personnalités. Et bien sûr, il y a eu d'autres événements importants, comme par exemple l'invention des lois. Le fait que les lois soient écrites, ça permettait de dire ça c'est écrit dans la loi, d'avoir une référence. Et du coup, on pouvait éviter que par exemple un dictateur puisse changer d'avis et on n'avait pas de traces de ce qu'il pensait avant. Ensuite, dans l'histoire de l'humanité, on pense souvent à l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie, c'est un peu l'invention du copier-coller pas cher. Toujours cher par rapport aux ordinateurs qu'on a aujourd'hui, mais ça a permis du coup de copier-coller énormément de livres, de rendre du coup disponible beaucoup d'informations à un beaucoup plus grand public, ce qui a changé beaucoup de choses. On peut penser à l'opposition, par exemple, entre les protestants et les catholiques. Et puis, plus récemment, on vit des révolutions certainement plus marquantes dans la manière dont on externalise le traitement d'informations avec les machines à calculer et la programmation en particulier, qui est une façon de dire à une entité extérieure, une machine, de lui dire exactement comment elle doit traiter de l'information. Et du coup, on n'a pas besoin de le traiter soi-même. Et ça permet du coup d'automatiser beaucoup de tâches de traitement d'information. Et si on se place dans les années 50, par exemple, les gens se demandaient si les ordinateurs auraient un impact important, s'il y aurait un marché des nouvelles technologies de l'information. Je pense qu'aujourd'hui, on peut clairement dire que oui, il y a un marché même assez énorme des technologies de l'information, Google, Microsoft, tout ça. Ensuite, plus récemment, il y a eu l'invention de Internet. On a connecté tout ça, ce qui a permis d'avoir des diffusions d'informations extrêmement rapides. Ça a permis de rendre possible, par exemple, des événements comme celui d'aujourd'hui, malgré la situation du Covid-19. Et également, assez récemment, il y a eu une explosion des technologies d'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est quoi? C'est finalement, ça a déjà été expliqué, mais si je peux me permettre de le reformuler un petit peu, on peut voir l'apprentissage comme une façon de déléguer la programmation à la machine elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui vont dire à la machine ce qu'elle doit faire. Peut-être. La machine va apprendre à partir notamment des données ce qu'elle doit faire. Je sais pas, il y avait un exemple dont vous m'avez parlé, le chat. Oui, typiquement. Essayé d'apprendre à la machine ce que c'était qu'un chat. Vous nous expliquer un peu la difficulté qu'il y a autour de représenter un chat. Oui, typiquement, je pense qu'une des tâches importantes, surtout, donc, par exemple pour YouTube, c'est important de reconnaître des chats dans des images parce qu'il y a beaucoup de vidéos de chats sur YouTube. Et beaucoup d'informaticiens ont cherché à résoudre cette tâche, à dire à une machine comment reconnaître un chat, étant donné une image, savoir s'il y a un chat ou pas dans l'image. Et il y a eu des générations d'informaticiens absolument brillants qui ont essayé et ils ont tous échoué. Et finalement, la seule façon qu'on a trouvé d'y arriver, c'est via l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on donne à une machine des règles d'apprentissage et on lui donne énormément d'images, des images avec des chats, des images où il n'y a pas de chats. On lui dit, là, il y a des chats, là, il n'y a pas de chats. Et la machine va apprendre d'elle-même à faire la distinction entre ces différents types d'images. Et du coup, on peut se demander pourquoi est-ce que les humains n'ont pas réussi. Ça ne paraît pas être une tâche si difficile. Enfin, nous, on arrive à reconnaître les chats. Comment est-ce que ça se fait qu'on n'arrive pas à expliquer à une machine comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les chats? Et là, j'ai envie de faire référence à un autre génie, le plus grand génie probablement de l'histoire de l'informatique, voire des mathématiques, Alan Turing, quelqu'un dont je suis absolument fan, qui dans son article de 1950, donc dans cet article de 1950, il parle du test de Turing, mais il parle aussi de sa vision d'une solution potentielle à ce problème. Et cette solution, donc lui, il appelait ça les learning machines. Aujourd'hui, on appelle ça le machine learning. En français, on appelle ça aussi l'apprentissage. Et l'idée de Turing, c'est qu'il fallait nécessairement en arriver par là, parce qu'il y a certaines tâches, donc lui, il pensait au test de Turing, mais on peut prendre l'exemple de reconnaître des chats. Il y a certaines tâches que nous autres humains sommes incapables de dire à une machine comment faire. Et Turing avait même identifié une explication de pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas. Turing parlait de la complexité, aujourd'hui on appellerait ça la complexité de Solomonov, la complexité de Kolmogorov, mais en gros, la complexité du programme qu'il faudrait écrire pour pouvoir résoudre ce problème. Et par complexité, il entend quelque chose de très particulier, il entend le nombre de lignes de code qu'il faut écrire pour avoir un algorithme qui reconnaît les chats dans une image.
Et donc, Turing, dans son article, il estime ça à des milliards de lignes de code, peut-être même des milliers de milliards de lignes de code pour ne pas résoudre le test de Turing. Et probablement pour reconnaître un chat, il faut au moins des millions de lignes de code, mais voire des milliards de lignes de code. Et en fait, ça, c'est absolument énorme. Pour s'en rendre compte, un livre, c'est à peu près 1 mégaoctet, c'est-à-dire, en gros, si je simplifie, 1 million de lignes de code. Peut-être plutôt 100 000, mais bon, voilà, c'est l'ordre de grandeur. Donc, si on veut écrire 1 milliard de lignes de code, il faut écrire de 1000 à 10 000 livres pour pouvoir y arriver. Et écrire 1000 ou 10 000 livres, un humain seul, c'est vraiment compliqué. Il faut essayer de collaborer pour y arriver. Mais même à plusieurs, c'est extrêmement difficile. Il faut au moins des années, voire des décennies, voire potentiellement des siècles. Et c'est pour ça, selon Turing, un humain n'y arriverait pas. Il fallait passer par d'autres méthodes comme l'apprentissage. Okay. Il y a peut-être deux questions encore que j'aimerais bien pouvoir poser. C'est dans vos écrits, on trouve des mots comme robustesse, bénéfique pour l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ouais, donc je pense qu'il faut vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, les algorithmes, surtout ceux qui sont déployés à très grande échelle, je pense notamment aux algorithmes de Google, de Facebook, qui vont sélectionner quelle information va être montrée à quelle personne lorsqu'elle ouvre son téléphone et qu'elle appuie sur l'application Google ou Facebook. Ces algorithmes ont une influence énorme. Elles vont choisir quelles informations sont promues finalement à l'échelle de la société. Et ces algorithmes sont aussi très hackables. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher, par exemple, à avoir un meilleur classement sur Google, voire, pire encore, à essayer de promouvoir de la désinformation. Donc, il y a vraiment des campagnes de désinformation qui ont été révélées par différents gouvernements à travers le monde, par des entreprises privées, et ainsi de suite. Et du coup, on est dans un environnement très adversarial, globalement sur Internet. Et c'est pour ça qu'il faut être robuste à ce genre d'attaque. Il faut avoir des algorithmes qui continuent à faire ce qu'on voudrait qu'ils fassent, malgré les conditions très adversariales dans lesquelles ces algorithmes évoluent. Alors, c'est peut-être le bon moment pour que je pose la question, c'est en quoi consiste votre projet Tournesol? Oui, donc moi, je suis en train de lancer un projet qui s'appelle du coup Tournesol, dont l'objectif, c'est un peu de rendre les algorithmes de recommandation bénéfiques en essayant d'identifier les contenus qui sont d'utilité publique, par exemple. Et en y réfléchissant, on se rend vite compte que c'est vraiment difficile parce qu'il y a énormément de contenu sur YouTube. Enfin, moi tout seul, j'y arriverai pas. Et donc, l'idée, c'est plutôt que d'essayer moi, je réseau tout seul, de dire un algorithme de réseau tout seul parce que c'est difficile d'un algorithme. Il faut l'entraîner avec des données. Donc, l'idée, c'est de faire une plateforme collaborative où différentes personnes pourraient choisir des vidéos qu'ils considèrent très bien et comparer différentes vidéos en disant laquelle, par exemple, a un contenu plus fiable, laquelle parle d'un contenu plus important, laquelle est plus pédagogique, par exemple. Et avec ça, on espère identifier de façon robuste, si possible, les contenus de qualité sur Internet. Merci beaucoup, M. Wang. On va se retrouver dans le débat. Et là, je souhaiterais pouvoir dialoguer avec M. Yann Ferguson. Bonsoir, Yann. Bonsoir. Peut-être une première question, là. C'est pourquoi un sociologue s'intéresse-t-il à l'IA? D'abord, il faut revenir à ce qu'est la sociologie. La sociologie, elle est contemporaine de deux phénomènes majeurs dans les civilisations occidentales. C'est la reconnaissance du travail comme un élément structurant de l'identité. C'est un moment assez charnière au début du 19e siècle. Jusque-là, c'est lié aux révolutions bourgeoises. Jusque-là, la noblesse ne faisait pas grand état du travail moyennant rémunération. Donc, à partir du moment où, en premier temps, le travail devient un élément structurant de l'identité. Et deuxième dimension très importante, la révolution industrielle. Donc, on a cet environnement qui est là. Le travail devient un lieu où on se réalise, mais ça devient aussi un lieu où on se réalise collectivement. C'est-à-dire qu'on va attendre du travail qu'il devienne un lieu où on apprend à vivre ensemble. Pourquoi? Parce que la révolution industrielle a détricoté les ingrédients historiques du vivre ensemble. Elle a sorti les gens des campagnes, c'est-à-dire un lien très fort à un territoire. Et puis, elle a amené les gens dans des villes, elle a rassemblé des gens dans un territoire qui n'est pas le leur, et elle a réuni des gens qui n'avaient rien en commun, aucune histoire en commun particulière. Donc, il fallait apprendre à reconstruire un contrat social, une manière de vivre ensemble. Et pour les premiers sociologues, eh bien, le lieu où on va se réaliser et le lieu où on va apprendre à vivre ensemble, ça va être au travail. Et donc, l'intelligence artificielle, elle va poser cette problématique. Est-ce qu'elle contribue à ces deux attentes que nous avons vis-à-vis du travail, nous réaliser nous-mêmes et le faire aussi dans la collaboration avec les autres.
Voilà. Jusque-là, la révolution industrielle a eu des résultats plutôt mitigés par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que certains ont critiqué, par exemple, le fait qu'on dépossédait le travailleur de la richesse de son travail. Certains ont dit aussi que la division horizontale et la division verticale du travail avaient plutôt brisé les solidarités. Et donc l'intelligence artificielle amène une nouvelle problématique qu'il va falloir traiter pour être sûr que cette intelligence artificielle que l'on va intégrer dans le travail va plutôt nourrir les ambitions qu'on a pour le travail, c'est-à-dire ce projet individuel et ce projet collectif, plutôt que de le fragiliser. Et donc évidemment, en tant que sociologue, on va s'y intéresser beaucoup. Oui, Yann, alors aujourd'hui, avez-vous déjà la perception d'axes de transformation qui se révéleraient ou qui seraient en devenir dans toutes vos études? Oui, ben, on voit des tendances en fait. Hein. Alors évidemment, la première tendance que l'on envisage, c'est la destruction de l'emploi, hein, la façon dont l'IA pourrait nous remplacer. Alors ce que l'on voit aujourd'hui, c'est pas forcément des masses de remplacement, c'est plutôt des déplacements. Voilà, hein, on peut voir comment la valeur du travail qui pouvait se loger dans des tâches répétitives va plutôt se loger dans des tâches plus de création, de relations. Et donc, en déplaçant la valeur du travail, on va amener certains types de profils de compétences à soit se déplacer, soit évidemment être fragilisés sur leur corps de compétences. On voit aussi des logiques plutôt de domination passive, c'est-à-dire non pas que l'IA, comme Juliette l'a dit, Terminator qui nous domine, mais plutôt une certaine timidité de l'utilisateur envers un programme qui a l'air si performant. Et donc, le travailleur va s'effacer derrière la performance de la machine. Mais on voit aussi des logiques d'augmentation, c'est-à-dire des salariés qui arrivent à des niveaux de performance qui ne pouvaient pas envisager jusque-là par les techniques que Juliette a évoquées tout à l'heure, le forage de données massives qui permet de faire sortir des corrélations qu'on n'avait pas vues, de traiter des très grandes quantités de données et de voir plus clair dans des environnements instables. Voilà, ça, ce sont des choses que l'on peut voir. On voit également des logiques de réhumanisation, c'est-à-dire des IA qui vont plutôt sortir les tâches automatiques que l'on a chacun dans notre travail, qui vont plutôt s'en occuper pour nous pouvoir nous déplacer vers des tâches plus humaines, comme les tâches relationnelles ou les tâches de résolution de problèmes. Voilà, on peut voir tout un tas de mouvements comme ça qui sont encore en germe, parce que les applications ne sont pas encore massives. Mais voilà, pour vous donner un exemple, je travaille régulièrement avec une entreprise comme EDF. Ils sont à 120 cas d'utilisation, soit en étude de concept, soit en production, soit produite industriellement, sans possibilité de retour en arrière. Donc, ça vous donne une idée. Alors, je ne voudrais pas qu'on arrête avec toi, Yann, sans que tu nous expliquiez en 2 mots ce que c'est que la PMIA. Voilà, PMIA, donc le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Je crois que je suis pas le seul panéliste à en être membre, hein, puisqu'on aura Bertrand Hubert tout à l'heure. Le PMIA, le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, c'est une initiative initialement lancée par Justin Trudeau et Emmanuel Macron lorsque Justin Trudeau était président, le Canada était président du G7 et qu'il allait le transmettre à Emmanuel Macron. Et ils ont eu cette idée qu'il fallait sortir d'une approche nationale ou régionale de la réflexion sur l'intelligence artificielle et développer une communauté de partage de valeurs autour de l'intelligence artificielle, une communauté mondiale. Donc aujourd'hui, le PMIA rassemble 19 pays qui réfléchissent au développement d'une IA responsable sur 5 thèmes, la gouvernance de données, où se trouve mon collègue Bertrand, la question de l'IA responsable, la question du futur du travail, dont je suis membre, le management, l'innovation et la commercialisation, et puis le dernier, comme j'ai vu que c'était une question, l'IA dans la pandémie mondiale. Donc, pour celui qui a posé cette question, je le conseille d'aller sur le site Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle et il verra le rapport du groupe IA et Covid-19 pour voir ce que l'IA a fait sur la gestion de la pandémie. Merci beaucoup, Yann. Je souhaiterais maintenant qu'on puisse donner un peu force aux questions-réponses et un peu un débat avec vous tous. Je me tourne vers les amis qui sont là avec des questions.
Donc, est-ce que vous avez des questions à transmettre? Est-ce qu'on voit tout le monde sur mon écran? Je ne vois pas Juliette et je ne vois pas Wang. Je ne vois pas, mais ils sont là. D'accord. Bienvenue donc, bienvenue. Alors, peut-être la première question, en attendant qu'on m'apporte les questions du public, c'est finalement l'intelligence artificielle ange ou démon pour les salariés d'entreprise, pour notre carrière professionnelle. Alors, moi, je vais faire une réponse de technique et je laisserai les deux philosophes compléter. En fait, comme toute nouvelle technologie ou comme toute technologie, c'est l'usage qu'on en fait qui la transforme en démon. Cependant, il faut quand même s'intéresser et s'assurer quand on développe une IA que ce soit une IA dite de confiance ou responsable, et un peu comme s'intéresse le GPAI ou le PMIA sur ce volet-là. Et la France en particulier est en train de travailler fortement sur ce qu'on appelle le grand défi national de l'IA de confiance pour aider l'ingénieur, puisque c'est une communauté d'ingénieurs, à concevoir des systèmes de confiance et en particulier pour pouvoir insérer de l'IA dans des systèmes critiques au sens safety critical, c'est-à-dire qui peuvent mettre en danger les biens et les personnes, business critical, hein, comme par exemple la banque, et mission critical. Donc, c'est des questions qui ne sont pas toutes qui n'ont pas toutes aujourd'hui des réponses. Hein. Il y a encore beaucoup de champs de recherche. L'IA éthique soulève beaucoup de questions. On parlait des données, donc il y a tout un problème sur les biais dans les données, la couverture des données, etc. Mais il faut savoir que on y travaille. Merci beaucoup. Est-ce que M. Wang ou Yann veulent rapidement répondre aussi à cette question, mais très rapidement? Voilà, moi, je vais insister sur le fait que si on fait pas d'efforts pour que les IA soient responsables, éthiques, protègent les données personnelles et ainsi de suite, il y a vraiment des énormes risques qu'elles ne le soient pas. Les algorithmes sont entraînés sur les données, et s'il y a des biais dans les données, les algorithmes sont souvent entraînés pour répéter ces biais. Et quand ça arrive à des grandes échelles comme Facebook ou YouTube, ça peut conduire à des harcèlements, ça peut conduire à des différences d'opportunités professionnelles, par exemple. Et donc, ça a vraiment des enjeux assez énormes. Et quand en plus on parle de désinformation, ça peut être extrêmement dangereux. Ça peut être des questions de sécurité nationale, comme on l'a vu dans le cas des États-Unis. Je pense que c'est extrêmement important qu'on réfléchisse beaucoup plus à ce genre de questions. Merci beaucoup. Peut-être je veux donner la parole à Martel. Si Martel a une question, est-ce qu'on peut me relier à Martel? Ils sont reliés. Martel, est-ce que vous nous entendez? Alors Martel, je rappelle, est dans le Lot. Et ce que nous avons souhaité, c'est à travers justement l'opportunité que nous avions d'être sous forme de webinaire, c'est non seulement de rassembler les deux Occitanies, mais également de représenter les territoires. Donc Martel, est-ce que vous m'entendez? Jean-Marc. Ah. Oui. Voilà, c'est bon, on est prêt là. Donc la question, c'est est-ce que vous avez une question? Oui, tout à fait. On passe la parole à monsieur le maire de Martel. Voilà, écoute. Bonjour à toutes et à tous. Raphaël Daubé, donc je suis en effet le maire de Martel et le président de la communauté de communes Causse et Vallée de la Dordogne et conseiller régional. Donc je salue Bertrand Montubert, mon collègue de la région, qui va présider au débat tout à l'heure. Je voudrais d'abord vous remercier la Société des ingénieurs et scientifiques de France de cette initiative et Christian Fage à mes côtés en particulier, c'est-à-dire mettre Martel et ce territoire rural du nord du Lot en connexion avec Montpellier et venir avec des outils numériques parler ici de l'intelligence artificielle alors qu'on est à quelques pas de la cité millénaire de Rocamadour, on est dans la cité millénaire de Martel, on fait
au fond un lien et un bond dans l'histoire qui est extrêmement plaisant et je vous remercie de nous mettre à l'honneur. Moi, ma question est toute simple. Ma question porte sur les limites de l'intelligence artificielle. Je m'interrogeais en vous écoutant tout à l'heure. Est-ce qu'on peut imaginer que le critère esthétique soit une limite demain, c'est-à-dire que les robots ne pourront jamais faire de choix esthétiques, contrairement aux humains, ou est-ce que même ça, on peut imaginer que demain, ça soit possible? Est-ce qui veut répondre? Alors, je veux bien tenter une première réponse. Et bien sûr que on a tendance à penser que seul l'humain peut évaluer la dimension esthétique, même si on n'en est pas tous d'accord. Hein. Si vous prenez Ceci n'est pas un urinoir de Marcel Ducamp, c'est le grand classique, eh bien, vous avez toute une partie de la population qui est scandalisée, et puis pour dire que ce n'est pas de l'art, et puis d'autres qui vont dire, ah, mais si, il y a un message, etc. Il y a beaucoup d'expérimentations sur l'IA dans l'art. Sur différents registres. Il y a la co-construction, c'est-à-dire que l'artiste va utiliser l'intelligence artificielle pour essayer d'aller chercher de nouvelles formes d'inspiration, parce que l'intelligence artificielle va proposer des corrélations vers lesquelles on ne va pas nous-mêmes spontanément, et donc il va nous donner à voir une autre représentation de ce que l'on veut faire. Et ça ne veut pas dire qu'on va la reproduire, mais on peut s'en inspirer. Et puis ensuite, il y a des expérimentations de création d'œuvres originales. Notamment, il y a eu un gros projet autour de l'œuvre de Sébastien Bach. Et derrière, qu'est-ce que l'on fait? Évidemment, les esthètes de l'œuvre de Sébastien Bach disent que c'est impossible. Mais par contre, lorsqu'on fait un peu des auditions en aveugle, c'est-à-dire qu'il y a eu des tests où on fait passer des œuvres originales de Sébastien Bach à des personnes qui ne connaissent pas particulièrement son œuvre, et puis une œuvre conçue à la manière de Sébastien Bach, et on leur demande s'ils ont ressenti des émotions, eh bien, il y a match. Voilà. Lorsqu'on ne met pas de mauvaise foi dans le jeu, eh bien, l'être humain peut dire cette œuvre m'a plus touché que l'autre. Alors, est-ce qu'on doit dire que parce que c'est le thème d'Alan Turing, ce n'est que de l'imitation de l'art, ce n'est que de l'imitation de l'émotion, ce n'en est pas? Ou est-ce qu'on peut dire à partir du moment où j'ai ressenti une émotion, cette émotion est réelle, peu importe que ce soit un humain ou une machine qui l'a produite? Eh bien là, c'est un débat philosophique. Alan Turing disait que lui, c'est un argument spéciste. Il disait la seule raison pour laquelle on dit non à cette question, on dit il n'y a que l'humain qui peut nous émouvoir, c'est parce qu'on privilégie l'espèce humaine sur tout le reste. Mais dès lors qu'on sort de cet argument spéciste, eh bien, on doit reconnaître que l'imitation de l'esthétique, c'est le même niveau que l'esthétique en elle-même. Merci beaucoup. J'ai un autre bout de réponse à rajouter. Oui. Les choix esthétiques sont déjà faits constamment par les algorithmes, notamment sur Internet. Donc, typiquement, si vous êtes un créateur, un humoriste, par exemple, sur YouTube, ou si vous êtes un musicien sur Spotify, l'algorithme va constamment sélectionner, va se dire, est-ce que cette vidéo, est-ce que cette musique va être recommandée à beaucoup de gens? Et le succès aujourd'hui de beaucoup d'artistes dépend beaucoup de cela. Donc, ils font des choix esthétiques. Après, est-ce que ce sont les bons? J'ai envie de dire, c'est une autre question plus difficile. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question que je vais prendre pour m'apporter du vite, parce que malheureusement, le débat passe très, très vite. On demande, est-ce qu'on a déjà évalué une augmentation de la productivité grâce à l'IA? Je ne sais pas qui voudrait répondre. Dans certains domaines, oui. Comme on l'a vu, l'IA peut aider à des tâches répétitives. Tout à l'heure, on parlait d'EDF. En particulier, ils ont les premières applications de l'IA a été pour faire le tri dans tous les domaines et les réclamations. Et il y a des réclamations qui sont mineures et qui peuvent être traitées par un robot. Et puis, il y en a d'autres où il faut qu'il y ait un humain qui commence à prendre la réponse. Et ça, au départ, c'était très, très coûteux en temps pour pouvoir faire ça. Et avec un algo d'intelligence artificielle qui va router
de manière intelligente vers telle personne ou vers une machine, ça gagne énormément de temps. Moi, j'ai un autre exemple dans Thales, dans un métier qui est le juriste. Les juristes de Thales ont des dossiers juridiques énormes à lire. S'ils avaient une IA qui faisait un peu de la lecture rapide et qui surlignait de manière fine les paragraphes critiques du dossier juridique, hein, ça leur gagne énormément de temps. Donc, c'est ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire que ça permet d'augmenter la valeur du travail de la personne et donc aussi de sa productivité. Merci beaucoup, Juliette. Malheureusement, le temps passe extrêmement vite et il nous faut bouger et aller à la deuxième partie. Et je donne, mais néanmoins, le débat ne s'arrête pas là. Vos questions ne sont pas oubliées. Anne Coudrin mènera un débat avec tous les intervenants dans la dernière partie et je pense que nombre de questions vont être synthétisées, reprises et travaillées d'ici là. Donc là, je souhaiterais donner la parole à Anne pour nous introduire la deuxième partie.